Voilà, donc bienvenue à tous à ce quatrième webcafé spécial train organisé par ATD dans le cadre de l'année européenne du rail. Aujourd'hui, on va parler de la question de faire du train une expérience de voyage. Donc, je vais passer la parole à Clément Simoneau des Oiseaux de Passage, qui est un membre actif d'ATD et très impliqué sur cette question du train, qui va animer ce webcafé. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. L'idée, c'est que ce soit un moment d'échange. Et puis, également, vous êtes habitués, mais à couper vos micros pour le confort de tous. Voilà, je te passe la parole, Clément. Merci Anne-Lise, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Clément Simoneau, je travaille pour la coopérative de voyage Les Oiseaux de Passage. Je dirai quelques mots sur les oiseaux de passage après, mais je vais d'abord laisser l'honneur à nos trois invités du jour, à savoir Alexandra de RaiCop, Cécile de Watt et Fabien de RaiTrip. Je vais donner la parole en premier lieu à Cécile de Watt, si tu veux bien commencer par te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Cécile. Je représente Samuela Burzio, pardon, qui est la présidente de Watt, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Watt, qu'est-ce que c'est? Watt, déjà, c'est pour Once Upon a Train. C'est une association qui est née en 2019. À l'origine, c'était un projet de Samuela de partir au Japon, à Tokyo, pour les JO. Donc, c'était tout avant Covid, bien sûr. Et l'idée, c'était d'y aller en train, en fait, parce que c'est une amoureuse du train et c'est un peu le cas de tous les gens qui sont dans cette association-là. Et l'idée, en fait, c'est de... Je vais vous présenter, en fait, tout simplement les, les 4 valeurs de Watt, en fait. Donc, si je peux partager, en fait, du coup, mon écran. Tout à l'heure, je l'ai trouvé, hélas, sous le coup du feu de l'action. Je ne sais plus. Écran partagé, voilà, partagé. Donc, Watt, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'idée de voyager autour de 4 valeurs. D'abord, c'est le slow. En fait, c'est prendre le temps, prendre le train. C'est un petit peu aller à contre-courant de ce qui est la tendance actuelle, surtout à l'heure d'Internet. En fait, tout va vite et tout est plus rapide. C'est prendre le temps de voyager et de regarder autour de soi et finalement d'être en lien avec un territoire. Watt aussi, c'est le fun, en fait. OK, il y a une urgence climatique. C'est important de la prendre au sérieux, mais sans se prendre au sérieux. C'est un élément important dans la communication de Watt, le fait d'être positif, d'être constructif et de ne pas être dans une logique de culpabilisation. C'est souvent le cas, en fait, sur tous les sujets qui sont un peu délicats dans notre société à l'heure actuelle. Il suffit de prendre le métro et de voir tous les messages qui nous assaillent. Parfois, derrière une petite pointe de culpabilité qui fait qu'on n'a pas envie d'y aller. Et chez Watt, on n'est pas dans cette logique-là. On est dans une logique, en fait, soyons positifs. C'est comme ça qu'on va faire avancer les choses. Donc, il y a le fun et le positif. De toute façon, ça ne sert à rien d'être pessimiste, ça ne fait pas avancer les choses. Et il y a bien sûr l'idée de durabilité, parce que le train est un moyen de transport qui est écologique, qui en termes d'empreinte carbone est voilà, de 100 à 150 fois moins impactant que l'avion. Donc voilà, et donc l'idée c'est de réinventer en fait le discours autour du train, qui aujourd'hui est pas mal capté, on va dire, à la fois par les institutionnels, les exploitants ou alors ce qu'on appelle les ferrovipates, et c'est de développer un nouveau discours autour du train qui soit voilà, plus séduisant et élargir en fait tous ces imaginaires autour du train. Voilà. Et peut-être pour compléter un petit exemple d'un travail que vous avez pu réaliser dernièrement. Alors, pour l'instant, en fait, on n'a pas eu l'occasion de réaliser notre première épopée ferroviaire, Covid oblige. À l'heure actuelle, en fait, on a une communication sur les réseaux sociaux qui est assez importante. Donc, c'est à la fois relayer toutes les informations autour du train. On est présent sur Facebook, on a plus de 1100 personnes qui nous suivent. Sur LinkedIn, c'est à peu près 1650 personnes qui nous suivent. Instagram, Twitter. Et là, on a notre premier festival, en fait, qui a lieu le week-end prochain, à la gare du hasard ludique, et ça s'appelle Des rails et vous, avec tout ce que cela implique comme différentes significations à comprendre et qui est bien révélateur de l'esprit de Watt. On aura différents intervenants, des gens qui racontent le train, leurs épopées, des écrivains autour du train, des illustrateurs autour du train. Donc, développer cet imaginaire et créer du lien, en fait, autour de cet imaginaire pour remettre les gens dans le train, dans les wagons. Voilà. Voilà, l'invitation est lancée pour ceux qui veulent Oui, aller à ce à festival. Paris. C'est l'occasion. Tout à Merci fait. beaucoup, Cécile. Je vais passer la parole à Alexandra pour qu'elle puisse nous présenter RaiCop.
Oui, bonjour, merci de cette invitation. Donc, moi, je suis Alexandra de Bézieux, je suis directrice générale déléguée de RICOP. Donc, RICOP, c'est la première entreprise ferroviaire sous statut coopératif d'Europe. Donc, on est parti du constat que, effectivement, il y avait des infrastructures ferroviaires qui devaient être développées et qui, en tout cas, des services ferroviaires plutôt que des infrastructures qui nécessitaient d'être mieux ou plus utilisés. Et donc, en fait, on s'est dit qu'en tant que citoyen, on avait la possibilité de se réapproprier aussi ces questions-là en venant compléter le maillage existant. Donc, RICOP, son positionnement, il est très clair. Il est vraiment de venir compléter le maillage ferroviaire existant pour justement augmenter in fine la part modale du ferroviaire. Donc, ce n'est pas de venir concurrencer la SNCF sur des appels d'offres ou des choses comme ça. Ce n'est pas du tout le positionnement de RICOP, c'est plutôt d'inventer justement des nouveaux services ferroviaires dans les territoires. Services ferroviaires, fret et voyageurs, et je pense qu'on parlera beaucoup aujourd'hui surtout de la notion de voyageurs, mais voilà, et donc on lance notre premier service entre Bordeaux et Lyon l'année prochaine par le Massif central. Donc on a cette particularité d'être une société coopérative d'intérêt collectif, donc ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui on réunit presque 10 000 en fait, sociétaires au jour d'aujourd'hui dans 5 collèges, les collèges des collectivités locales, le collège des ce qu'on appelle les partenaires techniques et financiers, donc c'est des associations. D'ailleurs, je crois que Once Upon a Train est dans ce collège-là, des partenaires techniques et financiers. On a l'association française des voies vertes et des véloroutes. On a un certain nombre d'acteurs qui viennent finalement apporter leur connaissance de certains domaines au projet, parce que c'est vraiment un projet collectif. On a le collège des salariés, bien sûr. On a le collège des bénéficiaires personnes physiques. Donc, c'est en fait tous les citoyens. Et aujourd'hui, en fait, sur les 10 000 sociétaires, on a beaucoup de personnes physiques, mineures ou majeures d'ailleurs, qui sont sociétaires de RICOP et qui veulent soutenir le projet, se réapproprier aussi la question ferroviaire. Et on le verra à travers, je pense, cet atelier. Mais du coup, cette vie coopérative qui est très riche permet aussi d'inventer des nouveaux services, que ce soit des nouvelles dessertes, des nouveaux services à bord, des nouveaux services en gare. Voilà. Donc, chacun… en fait, on a des cercles de sociétaires au sein de la coopérative où les sociétaires, effectivement, peuvent s'engager, s'ils le souhaitent, bien évidemment, dans des réflexions qui viennent nourrir ensuite la stratégie de la coopérative et le travail de l'équipe opérationnelle. Et je vous partagerai tout à l'heure, effectivement, quelques travaux qui sont aujourd'hui menés dans les différents cercles. Donc, on a des cercles sur l'aménagement des gares, sur la question de l'articulation train et vélo, la question des nouveaux services à bord, voilà, la question justement aussi des imaginaires du train, parce qu'on se rapproche beaucoup avec Watt aussi sur on est assez en phase sur l'idée qu'il faut aussi donner envie de prendre le train en fait, et en travaillant sur cette notion d'imaginaire, c'est important. Donc voilà, donc il y a une diversité en fait de sociétaires et donc qui contribue au développement du projet, qui est de lancer des premiers services fret fin de cette année, 15 novembre, et premiers services voyageurs en juin de l'année prochaine. Voilà en quelques mots. Merci Alexandra. On voit bien dans la dimension coopérative de votre projet qui justement crée des coopérations avec tout ce qui peut s'imbriquer et bifurquer autour des rails du train. Parce que c'est vrai que le train, c'est un moyen de transport, mais après, une fois qu'on est arrivé sur le territoire, qu'est-ce qu'on fait? Et là, effectivement, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites et qui sont vachement intéressantes à développer. On a hâte que tu nous partages un peu plus ça. Je passe la parole maintenant à Fabien, donc de RideTrip, qui va nous présenter son agence. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je vais partager mon écran. Voilà, donc bonjour, donc moi c'est Fabien Pirard, je fais partie de… Donc j'ai créé RideTrip Travel il y a 2 ans, donc nous on a voyagé pas mal dans le monde depuis 15 ans, et depuis 7 ans on ne voyage plus qu'en Europe en train. On a développé un certain savoir-faire et on avait envie vraiment de le partager parce qu'au départ c'était dans notre entourage proche et puis après il s'est agrandi, donc on a vraiment créé plein de voyages avec nos 3 filles, on a voyagé pas beaucoup en Europe. Et donc, nos voyages, on avait envie d'expliquer à tout qui veut une alternative à l'avion, une alternative à la voiture. Et donc, on développe des voyages étape par étape jusqu'à des destinations un peu parfois lointaines. Ça peut être Budapest, ça peut être Bratislava, etc.
On utilise toutes sortes de transports en train. On utilise les trains de nuit, évidemment. On utilise les plus petites lignes. Et on utilise les trains à grande vitesse à bon escient, au bon endroit pour vraiment créer le meilleur itinéraire. Donc, voilà. Donc, le premier jour, par exemple, on peut aller jusque Paris, jusque Cologne, rester l'après-midi à Cologne, puis reprendre le train de nuit jusque Vienne et encore passer une journée à Vienne et le lendemain aller à Bratislava. Voilà, c'est un peu le système de voyage qu'on propose petit à petit. Et c'est aussi toute la philosophie qui est derrière. Quand on voyage en train, ce n'est pas juste changer le moyen de transport, c'est aussi voyager léger, voyager ensemble, voyager face à face, voyager en discutant plutôt qu'en se tournant le dos comme dans une voiture. Voilà, donc on utilise aussi des expériences un peu sympas comme le train de nuit ou des trains des trains normaux, mais des trains, je veux dire, avec des wagons famille qu'on peut découvrir dans les pays de l'Est, par exemple. Voilà, il y a plein de possibilités de quitter la France, de quitter la Belgique de manière aisée avec l'offre qui existe déjà. Alors, nous, on est plus aussi dans le positivisme. On ne critique pas ce qui n'existe pas ou ce qui devrait exister. On exploite ce qui existe et on le met en valeur. Voilà, rendre l'Europe plus petite en découvrant l'offre ferroviaire, avec effectivement des expériences de lignes qui sont vraiment des scenic highways, qui sont vraiment magnifiques de voyager. Ici, c'est la vallée du Douro. L'expérience, elle continue en gare parce que toute la céramique des gares à proximité de Porto sont vraiment magnifiques. On voit ici la gare de Porto, avec des expériences de trains à vapeur ou des trains touristiques ou des restaurants qu'on peut aussi découvrir. Voilà, c'est un peu ça qu'on a envie de proposer comme alternative au tourisme maintenant. On a développé pour l'instant 6 voyages, que ce soit pour aller à Venise, en passant par Innsbruck et la Brenner Highway, la Slovénie, en passant par la Semmering, qui est une ligne de chemin de fer du patrimoine de l'UNESCO, en descendant la Socha en Slovénie. Voilà, l'Écosse avec le Caledonian Sleeper et en passant sur le viaduc de Glenfinnan, ou la Suède et les pays du Nord, en passant par le Copenhague. Voilà un petit peu ce que propose Rytrip pour l'instant. Il y en a pas mal de projets encore en cours pour développer d'autres lignes suivant les envies de chacun. Voilà. Merci Fabien. Voilà, un facilitateur de voyage et notamment un facilitateur d'expérience en train. C'est vraiment leur philosophie, vous avez pu le voir, et il pourra nous en dire un peu plus sur justement ces imaginaires et cette posture que peut donner le train en tant qu'expérience de voyage. Donc avant de reprendre la discussion tous ensemble, je vais dire quelques mots sur les oiseaux de passage rapidement. Donc nous, on est une coopérative, on est également facilitateur et créateur de voyages. On a une plateforme de voyage, lesoiseauxdepassage.com, où tous nos membres peuvent partager des guides de voyage, des expériences de séjour, des séjours qu'ils commercialisent. Et on a notamment tout un axe sur le slow tourisme et le voyage en train, avec un catalogue de séjours spécial en train qu'on construit avec les agences partenaires qui sont membres de la coopérative, à savoir Equitour, Chemin Solidaire, Escalmed, voilà, on en a plusieurs. Et on fait ce travail-là également au niveau européen. On anime un réseau d'agences du tourisme durable en Europe. C'est un réseau intra, c'est vraiment un réseau opérationnel pour se faciliter. Notamment, on a un axe pour faciliter l'itinérance. Et donc, on a des agences, par exemple, en Allemagne, qui ont des demandes pour aller dans l'Europe du Sud, par exemple en Sardaigne, mais les voyageurs, ils veulent le faire en train avec des étapes. Et donc, du coup, on s'appuie sur le réseau d'agences pour avoir des réceptifs ou des agences qui sont en capacité de proposer des choses le long du trajet. Voilà, donc on a ce type de développement-là. Et puis, on a une dernière voie où on travaille avec les collectivités territoriales, les départements, les régions, les communautés de communes, pour les accompagner dans le développement de projets et la mise en œuvre de stratégies justement sur les mobilités douces, le tourisme et le développement du tourisme autour du train. Voilà pour donc nous 4 qui sommes unis par cette thématique du train et donc avec cette philosophie commune qui est vraiment de faire du train une expérience de voyage. Et Cécile, avec Watt, c'est vraiment vous, le créneau sur lequel vous êtes. Et tu peux peut-être détailler un peu plus, justement, ce que vous entendez, vous, par expérience de voyage avec le train. Alors, déjà, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, c'est
c'est presque une évidence, donc c'est pas forcément évident en fait, du coup, d'en parler. Pour moi, il n'y a pas photo en fait entre guillemets entre prendre un avion et prendre un train. Le train, même si aujourd'hui sur des trajets grandes lignes, on a tendance à faire des choses qui sont proches de l'avion avec l'accueil embarquement, etc. Pour moi, c'est le côté, on rentre dans une gare. La gare, c'est un espace public. C'est un lieu qui est ouvert à tous, en tout cas encore aujourd'hui. Et l'expérience commence par la gare, qui est un lieu d'échange. On peut rencontrer tout le monde, en fait, toutes les classes sociales. Moi, j'ai grandi à la campagne, dans un petit village, j'avais rien pour se déplacer. Il y avait un bus qui passait de temps en temps. Donc, quand je suis arrivée à Paris, que j'ai découvert les trains, le métro, c'était assez fantastique. Pour moi, cette liberté de mouvement, et ce lieu de rencontre où il y a tellement de passages et de brassage, en fait. Et après, le train, moi, mon expérience, ça m'est déjà arrivé de prendre un train parce que j'avais le blues. J'avais un chagrin d'amour, donc j'ai fait un aller-retour en une journée. D'ailleurs, au guichet, vous voulez vraiment faire l'aller-retour dans la journée? Oui, oui. Et en fait, ça m'a permis ça fait circuler, en fait. C'est se mettre en mouvement, c'est se poser devant une fenêtre, regarder un paysage, sachant qu'un paysage, c'est l'expression d'une culture, d'un territoire, des rapports des hommes avec un environnement, des hommes et des femmes, et ce qu'ils ont choisi d'en faire. Et c'est une porte, en fait, ouverte sur d'autres ailleurs et sur d'autres vies. Que ce soit sur des cultures, des longs parcours et des cultures différentes, ou en période Covid, prendre un TER et s'arrêter, en fait, prendre un TER Paris-Boulogne-sur-Mer et voilà, observer, en fait, par la fenêtre ce qui caractérise chaque territoire, les petits détails des maisons, l'architecture, c'est rentrer dans des nouveaux mondes et ça nourrit, en fait, les imaginaires. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que Samuela, la présidente de l'asso, à côté, c'est quelqu'un aussi qui aime écrire et qui, au sein de l'association, a animé des ateliers d'écriture. Donc, un rapport avec le train, mais c'est voilà, un moyen aussi de connaître les autres et de se connaître soi, en fait, par rapport au train, par l'intermédiaire du train. Voilà. Effectivement, je trouve que les imaginaires véhiculés par le train, ils sont quand même très forts. On Oui. peut voir, hein, notamment dans la littérature ou dans le cinéma, où on va avoir souvent des références justement au train dans des moments justement, comme tu peux le dire, soit d'introspection, soit de départ d'aventure. C'est ça. Et c'est quand même, on utilise moins la voiture pour faire Le train, passer ce moment-là on est pris en charge. Il y a quelque chose d'assez magique, en fait. Je pense que c'est peut-être ça aussi qui fait qu'il peut avoir un lien très affectif avec le train. C'est qu'on rentre dedans, on est pris en charge, on sait quand est-ce qu'on monte, on sait quand est-ce qu'on descend en fonction de ses envies, mais on n'est pas responsable, en fait, de la conduite. Alors, si pour certains, la voiture représente une forme de liberté, mais moi, je trouve que le train, la liberté, c'est avoir l'esprit débarrassé de toutes les contraintes de il faut que j'aille recharger de l'essence, est-ce qu'il y a des bouchons, est-ce que voilà, on est assis, on est pris en charge et on a du temps pour faire autre chose et du temps aussi juste pour rêver, en fait. Et voilà, c'est comme ça qu'on nourrit les imaginaires en prenant cet espace-temps du rêve. Et ce temps, justement, Fabien, vos voyageurs, ils doivent apprécier ça, effectivement, que en gros, le parcours, le trajet fait déjà partie du voyage. Oui, le trajet permet déjà de voir des environnements et des paysages qui diffèrent d'une heure à l'autre. Quand on prend un train un quart d'heure, une demi-heure, on a presque le même paysage, mais une heure et demie, on a cette temporalité qui fait que le paysage change, que la météo change, et donc ça donne vraiment l'espace à la rêverie, et puis ça donne aussi l'espace à la rencontre. Quand on est assis en face de certaines personnes dont on ne connaît pas, au bout d'une heure, on partage des bonbons, au bout de 12 heures, on montre ses photos de vacances, et puis on est parti et on discute, chose qu'on n'aurait pas fait à un péage d'autoroute ou entre deux voitures ou sur une aire d'autoroute parce qu'on est pressé. Donc voilà, c'est l'opportunité. Le train est un merveilleux outil de rencontre humaine et de rencontre avec les paysages naturels, mais aussi avec les constructions humaines qui ont été réalisées pour faire passer le train ou pour faire passer autre chose, pour les flottes bâtiments, quoi. Il y a pas mal de liaisons en Suisse ou en Autriche dont on passe dans la vallée et puis on remonte, et puis on voit où on est passé, un peu comme si on était dans un petit train électrique dans un paysage miniature. Et c'est assez sympa de voir aussi
les paysages de différentes façons. Voilà. C'est vrai que ça implique pas la même convivialité, je suis d'accord. Alexandra, tu demandes à prendre la parole? Oui, oui, pardon, mais je voulais juste réagir parce que quand tu évoquais, Clément, la question de la littérature et du train dans la littérature, en fait, j'ai fait un petit travail en début d'année et ce qui m'a pas mal étonnée, justement sur les imaginaires du train, ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est que finalement, les productions artistiques et littéraires autour du train, alors, je vais la faire de manière caricaturale et je prétends pas du tout que mon travail est exhaustif, hein. Mais en gros, depuis l'arrivée de la grande vitesse, le train a déserté les productions artistiques et culturelles récentes, en tout cas. C'est-à-dire que c'est marrant parce qu'on a toujours l'impression que le train est partout, dans la littérature, dans le cinéma. C'est vrai, mais avant la grande vitesse. C'est-à-dire qu'on va retrouver dans les ouvrages de Proust, etc. Enfin voilà, oui, ça, mais c'était avant. C'était l'arrivée du chemin de fer. Enfin, j'étais assez étonnée, c'était une vraie découverte de ce travail-là, mais encore une fois, peut-être que je me trompe et peut-être que Cécile ou Fabien me diront le contraire. Mais en cherchant en fait un peu sur les productions artistiques et oui, artistiques, enfin littéraires, cinématographiques récentes, on va dire, soit ça fait référence vraiment à des trains beaucoup plus anciens. Enfin, le TGV n'est pas un acteur des productions artistiques. Enfin, j'ai l'impression que la grande vitesse a vraiment, d'une certaine manière, fait quitter le train des imaginaires, ou en tout cas des productions culturelles et artistiques récentes. Alors, je mets à part, peut-être, voilà, il y a le transpersonnage, par exemple, ou des choses comme ça. Mais, voilà. Mais bon, je vais pas forcément aller plus loin là-dessus, mais ça a été une découverte assez étonnante pour moi parce que j'avais cette image que justement le train était partout et en fait, pas n'importe quel train en fait. Oui, ça c'est vrai. Je pense que tu as raison là-dessus. Le TGV, de toute façon, il est là pour son efficacité. Après, le train d'Harry Potter, c'est pas un TGV. Celui du Darjeeling Limited de Wes Anderson non plus, le Transsibérien non plus. Enfin voilà, c'est vrai que ces trains qui ont l'image, cet imaginaire plutôt du voyage qui leur est collé, c'est pas des trains de haute performance et de haute technologie. Ça, c'est vrai. Par contre, il y a quand même des trains ou des lignes qui ont développé des expériences voyageurs. Fabien, toi, tu avais quelques exemples là-dessus, sur quelques choses originales. Mais d'ailleurs, l'Eurostar, qui est plutôt un train pour son efficacité, a fait des choses en réalité augmentée. Et après, de manière plus basique, hein, sur justement quelques trains un peu exceptionnels que tu as pu déjà citer, qui sont des expériences en soi. Oui, bon voilà, Eurostar avait développé il y a quelques années des réalités augmentées. Donc, on prenait son téléphone, on téléchargeait l'application et puis quand on était dans le tunnel, on pouvait tourner avec son téléphone et puis on avait comme si on avait des petits poissons qui passaient à travers la fenêtre. C'est une partie d'une expérience qu'on peut avoir à bord. Elle peut être dans le futur développée pour découvrir les villages qu'on traverse, avoir des données touristiques ou sur relief ou sur la géologie de ce qu'on traverse, ça pourrait être vachement intéressant. Sinon, pour revenir au tourisme et des trains plus spécifiques, effectivement, en Suisse, on connaît bien le Bernina ou les Glaciers Express qui ont développé un tourisme assez développé sur certaines lignes. Il y en a aussi en Slovénie où il est plus proche du tourisme local. Donc, c'est des petits trains à vapeur où on s'arrête à chaque étape et on a des danses, des choses à goûter, etc. Donc là, on rapproche vraiment le tourisme d'une expérience, en plus du train, d'une expérience de terroir qui est vraiment intéressante. Ici, en Belgique aussi, on a des safaris photos où on fait passer des trains avec des différents vieux wagons ou des vieilles locomotives, et puis des expériences aussi dans des territoires qui ne sont pas très touristiques, mais c'est en fait le train à vapeur avec quelques wagons un peu atypiques attire déjà les touristes dans certaines régions qui sont moins touristiques, et donc ils restent pour dormir une ou deux nuits, pour faire des balades à vélo, pour faire des randonnées, etc. Donc je crois effectivement que le train, les lignes de chemin de fer qui existent, peuvent attirer les touristes en créant une activité qui n'est pas très, très compliquée à développer. Effectivement, et créer des nouvelles offres, en gros, des nouvelles propositions autour du train. Ça, vous, c'est ce que vous vous attachez à faire, Alexandra, notamment au sein du cercle Train réinventé chez Railcoop.
Oui, tout à fait, notamment par rapport effectivement au train réinventé ou d'autres cercles, hein, comme Train et Vélo, qui réfléchit effectivement à des périples, à des épopées ferroviaires et cyclotouristiques, en fait, enfin, en couplant effectivement le train et le vélo, mais pas que, hein, ça peut être effectivement un peu ce que tu proposes, Fabien, aussi, je pense, c'est cette idée-là de développer oui, des croisières ferroviaires finalement, et avec cette interaction avec les territoires où on peut finalement s'arrêter un moment, passer une nuit sur le territoire, découvrir, puis le lendemain matin, on reprend le train pour continuer son périple. C'est un peu ça effectivement qu'on développe. Après, on développe aussi, enfin, ce que proposent les sociétaires, ce qu'ont proposé les sociétaires, c'est aussi vraiment ce lien avec le territoire par rapport à je donne un exemple très concret, sur la restauration à bord des trains. Par exemple, effectivement, la restauration à bord des trains, l'idée, c'est de créer ce vrai lien, enfin ce lien avec le territoire en proposant des produits, des plateaux repas, enfin des produits locaux, des plateaux repas qui vont être préparés par les restaurateurs le long de la ligne, avec cette possibilité, effectivement, de commander son plateau repas 2 gares avant, on va dire 2 arrêts avant, pour qu'il soit livré 2 arrêts plus loin, mais avec un partenariat qui va être développé avec un restaurateur du territoire. Donc, cette notion aussi de patrimoine voilà, immatériel, enfin, culinaire ou immatériel ou des choses comme ça qui peuvent être mises en valeur aussi autour du train. On est en train de travailler sur aussi les aménagements en gare. Ça, c'est un vrai sujet. Actuellement, on travaille avec un cabinet de design qui s'appelle Félix Associés, qui est basé à Bordeaux. Les sociétaires sont impliqués aussi sur la conception de ces espaces en gare. Et donc, il y a quelques idées qui sont remontées sur comment valoriser justement les savoir-faire, le patrimoine des territoires qu'on va traverser, et pas faire des espaces uniformisés tout au long de la ligne Bordeaux-Lyon notamment. Mais aussi, il y a des idées qui sont remontées que je trouve personnellement vraiment très chouettes. Après, il faut voir comment on va les mettre en œuvre, hein, parce que c'est un bouillon de culture. Il y a plein de choses, et après, il faut voir comment mettre ça en œuvre. Mais en tout cas, ça produit vraiment de très belles choses. Par exemple, quelque chose Enfin, voilà, il y a un sociétaire qui a remonté l'idée de dire à Ghana, en fait, il y a une radio associative autour de la ville qui est dans Ghana, qui s'appelle Radio Coquelicot. Et pourquoi, en fait, Radio Coquelicot annoncerait pas les trains Railcob? C'est-à-dire en disant, attention, dans 1 heure, le train Railcob va passer en gare de Ghana, direction Lyon. Il est encore temps de boucler vos bagages et de monter, d'aller à la gare et de prendre le train, quoi. Enfin, voilà, c'est des choses comme ça que je trouve assez fabuleuses, en fait, en termes de réinventer un peu cette image du voyage et puis ce lien, quoi, avec les gens qui vivent dans les territoires. Donc voilà, pour partager quelques petites choses. Après, je ne sais pas si vous voulez que j'aille sur des choses forcément peut-être plus concrètes ou quoi, mais bon, voilà, c'est quelques idées, effectivement, qui aujourd'hui nourrissent en tout cas le travail de la coopérative et puis le travail de l'équipe opérationnelle, quoi. Il y a cette thématique, enfin, ce que tu as abordé sur les croisières ferroviaires. Nous, on voit bien en tout cas qu'avec le réseau européen avec lequel on travaille, d'agences de voyage, on voit bien qu'il y a une demande qui est croissante en ce sens, hein, notamment de toute la population du nord de l'Europe qui a habitude d'aller dans le sud de l'Europe pendant leurs vacances et qui ont de plus en plus envie de le faire, mais sans l'avion, vraiment, quoi. Et après, par contre, c'est vrai que se faire Cologne jusque la côte sud espagnole en train d'une traite, c'est un peu rude. Donc, ils ont vraiment envie, effectivement, que ce trajet soit déjà le voyage. Et donc, du coup, il y a un besoin d'ingénierie là-dessus. Il y a un besoin d'ingénierie, de coordination, d'avoir de l'offre aussi qui soit structurée, qui soit prête pour ce type de demande. Et c'est vrai que là-dessus, la coopération d'acteurs, elle est importante pour arriver à aller associer tout ça. Donc, et ça correspond vachement, je pense, avec la philosophie de Watt. Et peut-être que vous avez aussi un peu des choses que vous avez déjà pu ressentir sur cette demande, justement, qui est émergente et qui est croissante. La demande, elle est déjà, en fait, j'ai envie de dire, au sein de l'association et des gens qui rejoignent l'association. L'idée, c'est de faire ces types de voyages et de les faire ensemble, à partir de là, de développer une communauté. Moi, j'ai rencontré Watt à travers les réseaux sociaux, à la base parce que personnellement, j'ai fait comme ça des voyages en long cours en Europe, des Paris-Berlin, Berlin-Kiev. J'ai fait un train de nuit entre Plovdiv et Odessa où justement, voilà, on voit bien on rentre dans un compartiment avec 6 personnes et bon, voilà. Moi, je viens de l'Ouest, ils viennent de l'Est et par chance, quelqu'un parle anglais et c'est là où le voyage commence en fait dans le train de nuit.
parce que la curiosité l'un envers l'autre, et ça fait des souvenirs de voyage qui sont assez extraordinaires. Et c'est ça, en fait, l'idée de l'épopée ferroviaire. C'est avec la touche Watt, pour moi, c'est pouvoir, en fait, continuer à la vivre ensemble et partager au sein de l'association un certain nombre de savoirs qui sont nés de l'expérience ou de compétences techniques qui sont liées à des carrières professionnelles pour faciliter les épopées ferroviaires. C'est un peu l'idée sur le groupe Facebook. On a de temps en temps des questions sur des trajets au long cours, et donc on fait appel à la communauté en interne pour pouvoir conseiller les gens et les aider sur ce type de voyage. Sylvain, par exemple, a construit un voyage pour une membre de l'association qui est professeure et qui voulait partir, alors je ne sais plus d'où en France, mais pour rejoindre la Croatie. Donc c'est tout un groupe comme ça de lycéens, en fait, qui a pris le train pour rejoindre la Croatie. Mais je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à la question. J'ai tiré sur un fil, mais je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. C'est très bien, effectivement, s'il y a une enseignante qui est prête à se lancer dans ce type de périple avec sa classe de lycéens. Et du coup, effectivement, ça, Fabien, toi, tu me l'avais évoqué, notamment, et c'est ce que tu viens de dire, Cécile, sur aussi le train comme moyen de découvrir d'autres philosophies, d'autres cultures. Tu m'avais dit ça, Fabien, quand tu voyageais dans l'Est de l'Europe, tu as des trains qui sont complètement différents, avec des pratiques aussi complètement différentes en termes d'usage. Oui, je montrais tout à l'heure la photo de mes filles dans le compartiment enfant, où on se retrouve dans des compartiments qui sont dédiés aux familles. Et donc, avec déjà, on parlait d'expérience dans les trains, déjà avec une expérience qui est assez intéressante, de se dire, ah, la famille a sa place dans le train, même si elle fait un peu trop de bruit, bon, ce n'est pas très grave. Si en Belgique, on a les premières classes avec des plus grands sièges, et puis les deuxièmes classes. En Autriche, on a aussi ces trains famille, mais avec un espace éventuellement cinéma aussi pour les enfants, un espace de wagons silence, des wagons confort, des wagons économiques. Et donc, chacun, en fait, trouve sa place. Les personnes qui ont envie de discuter, elles vont dans le wagon pour discuter. Celles qui veulent juste lire un livre, elles peuvent trouver aussi être seules dans un compartiment. Et en famille, c'est vraiment top parce que on voyage en plus, par exemple ici, ça c'était des trains slovaques, mais on voyage avec des familles slovaques. Et donc, les enfants, ils n'ont pas besoin de parler slovaque, ni même anglais. Au bout de 2 minutes, ils ont échangé leur jeu et les interactions commencent. Donc, ça, c'est vraiment très, très chouette. C'est des expériences, en fait, qui sont vraiment très, très intéressantes. Ouais. C'est vrai que pour ces expériences au sein du train, dans les TGV, on n'a pas trop la main, même les politiques locales n'ont pas trop la main pour impulser des choses, mais sur les TER+, et puis il y a RICOP qui va expérimenter, comme l'a dit Alexandra, plein de choses qu'ils ont envie de tester, notamment elle l'a dit avec le sujet de l'alimentation. C'est vrai que quand on voyage et qu'on a tout le temps les mêmes produits au sein des trains, ou même au sein des gares d'ailleurs, vu que c'est des concessions qui sont avec des marchés qui sont passés au niveau national, on retrouve les mêmes boulangeries et les mêmes commerces dans toutes les gares de France. C'est presque un peu dommage. Parce que la gare, c'est vraiment la porte d'entrée. Enfin, c'est une, en tout cas, des portes d'entrée pour une destination. Que les voyageurs soient là pour des motifs touristiques ou pour d'autres motifs, parce qu'effectivement, il y en a plein, des motifs. C'est tout le principe des hospitalités multiples des territoires. Et là-dessus, du coup, Alexandra, tu as commencé à l'évoquer, mais tu peux peut-être le détailler un peu sur ce que vous avez imaginé pouvoir développer en gare comme accueil justement spécifique. Alors, en gare, oui. Après, il y a plusieurs choses. C'est en gare et puis peut-être continuer juste aussi sur les trains, dans les trains aussi, ces espaces particuliers. J'évoquais la restauration, mais ces espaces effectivement enfants, mais vraiment avec la possibilité pour les enfants de gambader, c'est-à-dire aussi que les enfants soient pas, les familles ne soient pas cantonnées dans une partie du train. Mais je veux dire, voilà, on a prévu d'avoir vraiment des espaces où les plus petits puissent grimper sur des poufs, voilà, se dégourdir les jambes, parce que sur des longs voyages, c'est essentiel. On a prévu aussi des espaces pour les personnes, alors plutôt
classe, on va dire, à faire, si je puis dire, enfin en tout cas des espaces isolés, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas dans les trains en France, ce n'est pas forcément le cas partout, mais si par exemple on a besoin de téléphoner ou de faire une visio ou de suivre un cours parce qu'on est étudiant et que voilà, en visio on a un cours à suivre, c'est compliqué en fait souvent de le faire, de pouvoir interagir, enfin de prendre la parole parce que c'est des grands espaces. Donc on a prévu des espaces isolés, des petites cabines de 2 personnes en fait, ou 1 à 2 personnes qui pourront être privatisées. Juste un petit espace, une petite bulle de travail en fait. Voilà, aussi pour que les gens puissent s'isoler et oui, suivre des cours en ligne, suivre des visios, téléphoner librement, travailler, enfin voilà, faire un peu des choses comme ça. Donc ça, c'est sur l'aménagement des espaces dans les trains, avec la possibilité aussi, parce que je pense que c'est important, on parlait de liberté, Cécile, tu parlais de liberté, d'accès au train, de ce qu'évoque le train, c'est aussi la capacité de monter à bord avec ce dont on a besoin pour faire le voyage. Ça peut être sa contrebasse, ça peut être son vélo, ça peut être la poussette des enfants, ça peut être, enfin je sais pas, ce dont on a besoin en fait, en plus des bagages, si je puis dire, un peu traditionnels. Et c'est vrai qu'on s'est dit que c'était important d'offrir en fait cette possibilité d'emport de bagages volumineux à bord des trains pour vraiment faciliter en fait la possibilité pour des gens de prendre le train et justement pas aller vers la simplicité, on va dire, que représente de manière toute relative en fait, mais la voiture. Donc voilà. Après, sur les espaces en gare, alors ça, donc on a des espaces dans toutes les gares. Et ça nous semblait important d'avoir ces espaces en gare, pas simplement pour commercialiser les billets, mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, pour avoir cette présence physique dans les territoires et faire cette interface avec les territoires. Il y a un sujet sur lequel on se bagarre un peu en ce moment, pour être tout à fait honnête, et qu'on défriche, c'est les possibilités qui nous sont offertes. Alors, comment dire ? C'est vrai qu'en fait, la gestion des gares, et on en a tous l'intuition, mais quand on rentre vraiment dans le concret, on se rend compte encore plus à quel point c'est vrai. La gestion des gares aujourd'hui par Gares & Connexions est une gestion d'agence immobilière, c'est-à-dire c'est une gestion d'un patrimoine immobilier qui cherche à faire fructifier en commercialisant le plus d'espace possible et le plus cher possible. Alors, je parle de manière, essentiellement dans les grandes gares. Pour les petites gares, il y a plutôt un abandon, on va dire, de ces espaces-là. Donc, nous, on va il y a des gares qu'on réouvre. La gare de Ghana, par exemple, actuellement, elle est fermée. Et avec Railcoop, elle va être réouverte. Ceci étant dit, tout ça pour dire qu'en tant qu'entreprise ferroviaire, on a accès à des espaces en gare qui sont dits des espaces régulés. C'est-à-dire qu'en fait, Gares & Connexions, aujourd'hui, nous dit, vous êtes une entreprise ferroviaire, donc vous avez le droit à un espace dans toutes les gares que vous desservez. Donc, OK, on y a le droit et on fait valoir ce droit et donc on prend nos espaces. Mais Gares & Connexions nous dit que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi dans ces espaces. Donc, c'est là aussi où aujourd'hui, et c'est la complexité à laquelle on se heurte très concrètement aujourd'hui, et c'est des réflexions qu'on a au sein de la coopérative avec nos collectivités sociétaires notamment, de voir comment, sur des enjeux, par exemple, de créer des espaces de coworking, des espaces de détente, de partage, de choses, en lien avec le train, parce que bien évidemment, le train, on parle du train comme un vecteur de voyage et de mobilité, mais de mon point de vue, le train est aussi un vecteur de non-mobilité. C'est-à-dire que le train emmène dans des territoires des biens et des services aussi. Là, on est dans le cas du tourisme et du voyage et de l'ailleurs, mais je pense que le train aussi a cette vertu de pouvoir finalement amener dans des territoires qui sont un peu éloignés un certain nombre de biens et de services. Et la gare est cette interface, en fait. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, il y a des réflexions sur le type de service qu'on peut proposer dans les espaces Railcoop qu'on aura, qui sont des espaces néanmoins régulés, donc on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et donc, c'est là aussi où on est en train de travailler avec Gares & Connexions sur la manière dont... après, c'est un travail un peu de long cours, mais comment cette vision finalement de la gare change un peu aussi pour que cette gare soit vraiment cette interface territoriale, soit un vrai bien public, un commun, qui servent en fait à créer cette interface train-territoire, en fait, ce qui aujourd'hui a été un peu perdu de vue, pour être honnête. Donc, pour répondre concrètement à tes questions, il y a plein d'idées qui émergent dans les cercles. Donc, cette notion d'espace. Alors, le cercle Train Réinventé a travaillé notamment sur les personas, donc sur des types de personnes, effectivement, sur des types de personnes qui ont des besoins différents, donc avec des besoins d'espace, des besoins de services, etc. différents. Donc, il y a plein de choses qui ont été remontées, mais après, on se heurte aujourd'hui un peu aux difficultés. Alors, c'est pour ça qu'on travaille avec les écosystèmes locaux. Typiquement, aujourd'hui, je vous donne un exemple très concret, puis après, je m'arrête parce que j'ai beaucoup parlé déjà, mais dans la gare de Saint-Germain-des-Fossés, ce qui est très intéressant, c'est qu'à Saint-Germain-des-Fossés, donc, on voulait faire un espace justement coworking, espace de convivialité, etc.
Il s'avère qu'en fait, dans l'espace qu'on va avoir, on ne peut pas faire ça parce qu'on est tenu. Mais par contre, il y a une personne qui avait un projet similaire sur le territoire. Et finalement, elle va monter son projet donc en proximité immédiate des espaces régulés, pas loin de la gare. Et notre idée, c'est de créer vraiment un partenariat avec elle en disant les gens qui demain, par exemple, auront un billet Railcoop pourront accéder facilement à l'espace, aller prendre un café à côté. Et voilà, et puis tout le monde en bénéficie. Ça n'a pas besoin forcément d'être un espace Railcoop, mais il y a un espace de convivialité, de partage qui est là. Et l'important, c'est que les gens puissent y accéder de manière facile, quoi. Donc, c'est un peu ça, toutes les réflexions qu'on porte aujourd'hui, enfin, les réflexions puis les projets concrets qu'on est en train de mettre en œuvre autour du premier service Bordeaux-Lyon. Et puis après, on verra comment tout ça se développe. Mais voilà, avec la question de la location de vélo, par exemple, ça a beaucoup été remonté aussi. La capacité pour les gens qui viennent en vélo à la gare de pouvoir accéder directement au train sans devoir forcément garer les vélos devant la gare et tout ça. Enfin, voilà, mais pouvoir acheter les billets soit directement à bord, soit directement sur le quai à quelqu'un qui serait sur le quai. Enfin, voilà, enfin, ça foisonne. Je pense que voilà, je ne vais pas pouvoir tout vous lister là, mais sur les espaces en gare, j'attire juste l'attention là-dessus, c'est que le secteur ferroviaire est un secteur très régulé et c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive et Railcoop, on bouscule un petit peu les codes par rapport à l'existant et à la manière de penser ces espaces-là tels que ça a été fait ces dernières années. Mais voilà, je m'arrête là. C'est vrai que c'est super d'avoir votre expérience qui justement va se frotter à ces questions-là, quoi. Je pense que pour des collectivités, c'est super aussi de pouvoir avoir le retour de ce qui a pu être fait. Et là, c'est sur du concret. Je veux dire, vous frottez réellement voilà, aux aspects juridiques, contractuels. Qu'est-ce que vous avez légalement le droit de faire et pas le droit de faire. Et du coup, comment on peut trouver des solutions par rapport aux envies que vous avez eu envie de vous souhaitez développer, quoi. Mais on voit bien qu'il y a quand même différents aspects. Il y a effectivement cette partie plus structurelle sur l'offre, les lieux, etc. Il y a une partie plus aussi demande, les voyageurs, quelles sont leurs aspirations, quelles sont leurs envies. Et après, il y a la réalisation entre les deux, qui est comment on met cette ingénierie de voyage pour justement rendre cela possible. Et c'est vrai que c'est cette articulation des trois qui, en plus, sont très liés. Et là, je vous invite à voir les prochains ou à revoir les précédents webcafés d'ATD qui travaillent justement l'intermobilité, c'est-à-dire une fois qu'on arrive en gare, comment on se déplace derrière, et toutes les autres thématiques qui sont liées justement à cette expérience du train comme expérience de voyage pleinement. Et Fabien, tu m'avais dit quelque chose là-dessus, justement, sur le fait que quand un voyageur arrive dans une gare, il arrive directement au cœur de la ville. Et que ça, en soi, c'est une expérience différente que ce soit de l'avion ou de la voiture, et qui contribue justement un peu à cet imaginaire et à ce qu'il ressent de son voyage. Oui, bah oui, tout à fait. Et c'est d'autant plus stratégique. Quand on sort effectivement de Venise-Santa Lucia, on fait 50 mètres et on voit les gondoles. À Bruxelles aussi, on sort de la gare de Bruxelles Centrale et puis on est très proche de la Grand Place. Donc ça a vraiment cet avantage d'être directement au cœur de l'action, directement au cœur des services ou du tourisme si on est touriste. Par contre, dans les plus petites gares, on est aussi en plein centre du village. Et donc, c'est d'autant plus stratégique pour les maires ou pour les collectivités locales de ne pas voir ces bâtiments et devenir des friches industrielles. Donc, il faut vraiment se battre pour les conserver leur architecture et puis conserver leur fonction de service, quoi. Et effectivement, je partage le point de vue d'Alexia. En Belgique aussi, la SNCB se comporte comme des agents immobiliers. Et donc, c'est le service le service immobilier qui doit fructifier au maximum. C'est bien, au détriment peut-être de la sécurité en gare, au détriment peut-être du vandalisme possible, etc., qui est susceptible d'arriver si on ne continue pas à occuper avec un service public des gares ou à les entretenir correctement. Mais d'autant plus que ces bâtiments-là sont, comme je l'ai dit, assez stratégiques au centre, et donc il faut vraiment conserver des biens qui peuvent être beaucoup plus développés que juste une boulangerie et
Et une librairie, ça peut être des coiffeurs, ça peut être des agences du tourisme, ça peut être plein de choses. On peut ouvrir à plein d'opportunités, les gars. Il faut juste être créatif. Et ça peut également générer de l'emploi qui peut être en partie subsidié par les pouvoirs publics. En Belgique, il y a certaines gares qui ont été rachetées par des villes et des communes et qui proposent à la location à bas prix, beaucoup moins cher que dans une rue commerçante, à certains commerces pour se permettre, en mode start-up, de se développer. Il y a différents services qui sont proposés là-dessus, qui profitent du passage des gens, des transports en commun, pour créer des nouveaux services auxquels on n'avait pas pensé, des administrations communales, enfin, des différents services qui sont possibles à l'intérieur des gares. Il faut vraiment la seule difficulté, c'est d'être créatif. Après, une fois qu'on a trouvé les idées, il n'y a plus qu'à les mettre en place. Ouais, effectivement, c'est la volonté qui compte. On a pu voir, il y a beaucoup de destinations qui ont fait ça, effectivement, comme tu le dis, c'est-à-dire à la sortie de la gare, des bâtiments qui appartiennent à la collectivité, qui ont été loués, des fonds de commerce, par exemple, qui ont été loués avec des prix attractifs pour des commerces, mais qui vont valoriser ce qui fait vivre l'économie locale, que ce soit de la restauration ou d'autres types de commerces. Ça aussi, si c'est une volonté politique justement de mettre en avant dès la sortie de sa gare ce type d'image du territoire, c'est des choses qui peuvent être faites et qui contribuent du coup à l'expérience de voyage. C'est-à-dire que quand on sort du train et que à la sortie, alors peut-être pas dès la gare, ça dépend des contraintes, mais si dès le parvis on a de l'information, on est orienté par de la signalétique ou autre, et que ce qu'on va avoir comme service de proximité, c'est des choses qui vont nous permettre de mettre un pied un peu dans cet écosystème local qu'on a envie de découvrir quand on vient dans une démarche de slow tourisme, avec tout ce que ça comporte comme envie justement de découvrir la culture et les produits, les producteurs locaux. C'est de cette façon-là qu'on tisse une expérience de voyage. Nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on essaye d'aborder un peu cet angle-là quand on travaille sur des demandes de voyageurs. C'est de partir de l'existant et de voir comment on peut tisser ce lien qui va se faire justement localement une fois que les gens arrivent à la gare et commencent leur expérience de séjour. Une fois qu'on a fini l'expérience du rail et qu'on arrive sur l'expérience de séjour sur le territoire qu'on visite. Est-ce que c'est des thématiques, par exemple, Cécile, que vous allez aborder durant votre festival Déraillez-vous je sais qu'il y a des ateliers participatifs, qu'il y a des moments d'échange. Tu peux peut-être nous préciser un petit peu ce que les gens peuvent y trouver pendant ce festival, où d'ailleurs RICOP sera présent, il me semble, au moins vous êtes partenaire. Alors, je n'ai pas tout à fait tout le programme en tête. Je sais notamment qu'il y a une intervention en lien avec tout ce qui est imaginaire et épopée, en fait, épopée ferroviaire, avec l'intervention d'une personne, Barthélemy, en fait, qui a fait le trajet, qui est parti d'Arcachon, en fait, pour aller à Tokyo. Donc, c'est un petit peu... donc, voilà, c'est avec l'expérience et le carnet de voyage et tout ce que ça permet comme rencontre, qui sont à chaque fois à la fois doubles, en fait. C'est rencontrer l'autre, mais c'est aussi le temps de se rencontrer soi, en fait, lors de ces voyages. Après, je regarde si je retrouve le programme. Annelise a partagé le lien, en tout cas. En tout cas, en fait, pour rebondir sur ce qui était dit à l'instant, c'est vrai que je trouve que la gare, ça permet aussi de prendre le pouls d'un territoire. C'est vraiment la porte d'entrée dans ce territoire. Et ce qui est présent dans la gare nous raconte aussi un petit peu comment ce territoire vit. Et c'est tout à fait important c'est un point à la fois d'attraction et de dispersion, quoi. C'est dans la connexion au territoire. Et je cherche le programme et je ne le trouve pas. Alors, un petit instant. Je ne sais pas comment je pourrais meubler ce temps de recherche. Si quelqu'un a une anecdote à raconter autour du train, je ne sais pas. Juste peut-être, Cécile, parce que comme on est partenaire aussi de l'événement, dans le cadre de l'événement, il y a, j'ai oublié son nom, qui a écrit un bouquin qui s'appelle La vie en train. Pardon ? C'est pas David Medioni ou... Oui, c'est ça, voilà, David Medioni, merci, qui interviendra aussi. Et c'est un bouquin notamment qui parle justement de
ces rencontres dans les trains et de ces expériences dans les trains et d'anecdotes, etc. Et donc, voilà, c'est vrai que ça promet d'être intéressant. Après, il y a quelqu'un qui a fait des BD, je crois, hein, sur le train. Oui, il y a Shuiten, en fait, qui va intervenir également, qui sera présent, qui fait effectivement des bandes dessinées autour du train. Alors, je regrette parce que j'avais chargé les visuels, mais je ne les trouve pas. C'est bien dommage. Sinon, je vais reprendre à partir de ce que j'ai ici. Un petit instant. Après, si je peux me permettre, si on évoque un peu ceux qui ont écrit autour du train ou des mobilités, et je trouve qu'ils sont assez inspirants. Dans les auteurs, il y a notamment le prospectiviste de la RATP qui s'appelle Georges Amar, qui est plus prospectiviste à la RATP maintenant, qui est en retraite, mais qui est toujours actif, qui a écrit des choses justement sur il a écrit 2 bouquins qui, moi, je trouve assez intéressants. Il y a Homo Mobilis et Ars Mobilis, et notamment son bouquin, la Ars Mobilis, qui... alors, comment le dire en quelques mots, mais en gros, pense que la médiation artistique est une manière finalement de penser différemment la mobilité. Enfin, il évoque pas mal de choses comme ça et c'est assez intéressant. En fait, ça ouvre des portes de réflexion sur la manière de penser la mobilité et par voie de conséquence le voyage et finalement les liens avec d'autres espaces, que ce soit des espaces artistiques ou d'autres. Donc voilà, juste en attendant que tu présentes le programme. Oui, je te remercie. Donc là, en fait, le festival, il se tient sur 2 jours. Il débute le samedi autour de, un petit peu avant 14h, vers 13h30, où on a une partie, en fait, dans la salle de conférence sur les épopées ferroviaires. Donc, Barthélemy Loustalan et David Medioni, dont on parlait tout à l'heure, qui vont intervenir, ainsi que François Schuiten, qui a réalisé des bandes dessinées autour du train. Il y a aussi donc spectacle jeune public. Donc, c'est aussi l'idée de sensibiliser dès le plus jeune âge, en fait, au train. Il y a aussi tous les aspects ludiques dans le festival qui sont des moments de partage et qui permettent de créer de la cohésion et de créer du lien. En fait, c'est ça l'objectif de ce festival, c'est de rassembler les gens autour du train. Donc, il y a l'idée de créer une mosaïque collaborative, en fait, avec le soutien d'une ludothèque. Il y a donc différents stands où les auteurs et les illustrateurs, en fait, qui sont tels que Alice Raconte, Barthélemy, qu'on a vu tout à l'heure. Il y a aussi Jessica Maillot qui seront là pour présenter leurs travaux. C'est des personnes qui prennent le train et présentent en fait des dessins autour du train. Il y aura aussi la possibilité de se faire retirer le portrait. Donc là, c'est un peu rebondir sur ce que disait Alexandra. C'est voilà, la créativité autour du train. Et c'est vrai que le train, c'est un moment où on s'échappe, et c'est quand on s'échappe, en fait, on déconnecte un peu du quotidien, que là, l'imaginaire s'ouvre et qu'il est amené justement à créer et à ouvrir vers des choses nouvelles, inhabituelles. Donc ça, c'est le programme pour le samedi. On a aussi notre partenaire Rail Histoire qui sera là pour animer des conférences sur la thématique des femmes et du train et de la gare d'Orsay. Une fresque collaborative, en fait, qui sera animée par Watt et par Eratum pour créer ensemble. En fait, on aura une matrice train, et donc voilà, amusons-nous ensemble à inventer le train et à le redessiner, entre guillemets. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et donc ça, il y a ensuite le programme du dimanche. On a à nouveau le spectacle. On a en fait, c'est à peu près c'est très similaire à ce qu'il y a le samedi en termes de programmation. Et donc, ça se passe sur les rails de la Petite Ceinture, et c'était aussi l'idée de fêter le train pour l'année européenne du train qui est cette année 2021. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, des besoin de précision sur le sujet. L'entrée est libre. Venez. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous en avez. Watt vous invite, on vous attend. En tout cas, pour conclure cette heure d'échange, voilà, c'était vraiment l'idée au sein de l'ATD de mettre en avant cette pratique justement de tourisme durable qu'est le voyage en train. On sait bien que le transport, c'est une part importante de l'empreinte carbone du voyage. Et le train, il y a un potentiel énorme quand même
pour justement essayer à la fois d'être attractif et d'avoir une empreinte carbone plus faible. Il y a des dispositifs en plus qui existent. On sait que la première barrière, elle est financière, mais je le rappelle, il y a le droit à chacun de faire appel une fois par an au billet de train pour congé annuel qui donne le droit à 50% sur un trajet pour soi-même et les membres de sa famille, pour ses proches. Et donc, tout le monde peut faire au moins un voyage en train à 50% par an dans le cadre de congés de vacances. Donc, c'est quelque chose qu'on peut... C'est pas le plus facile à demander. La SNCF, ils n'ont pas fait quelque chose d'hyper facile pour que ce soit accessible, mais en tout cas, ça existe. Nous, on s'attache des fois à justement aider nos voyageurs à faire appel à ça pour lever un peu cette barrière-là et ensuite pouvoir justement bénéficier de ce mode de voyage-là qui est vraiment super et puis qui change pour beaucoup parce que la voiture est quand même le mode de transport le plus utilisé pour partir en vacances ou alors l'avion, mais le train, qui l'est quand même déjà beaucoup, c'est un bon vecteur et il y a plein de belles choses à véhiculer autour, notamment pour ce qui est du tourisme durable. Je peux laisser Anne-Lise terminer les derniers mots de conclusion et notamment peut-être nous dire les prochains événements à télé. Oui, merci Clément. Prochain webcafé sur la thématique du train, ce sera le dernier de cette série, ce sera le 12 octobre sur le train pour voyager entre les grandes villes européennes. Voilà. Et puis, dans les grands événements ATD, bien sûr, notre prochain grand événement sont les universités du tourisme durable, auxquelles peut-être sûrement même certains d'entre vous sont déjà inscrits, mais voilà, il reste encore quelques places et quelques jours pour vous inscrire, donc n'hésitez pas. C'est donc les 28 et 29 septembre au Havre, en Normandie. Voilà, on vous attend nombreux. N'hésitez pas donc à venir aux universités du tourisme durable, à rejoindre l'association ATD si ce n'est pas déjà le cas. Vous pouvez aussi rejoindre RICOP si vous avez envie, en tant que particulier, que professionnel, que collectivité territoriale, pour partager les super réflexions autour de toutes ces questions-là. À rejoindre aussi, à suivre Watt et cette communauté, si vous avez envie d'être bercé dans ces épopées ferroviaires, à faire appel à RideTrip si vous avez besoin de conseils et d'aide pour organiser des séjours et de super expériences en train, et aller voir aussi ce que proposent les oiseaux de passage si vous voulez vous inspirer sur des idées de séjour et notamment des séjours autour du rail. Merci à toutes et à tous et bonne continuation à chacun. Bonne fin de journée et je vous souhaite à tous de bons voyages en train de préférence pour les futures vacances. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Pour l'instant, si on a un peu ce qui va faire plus ici avec nous.